peut le permettre par moment, mais après un trop grand éloignement au-delà de 10 km, on arrive aux limites du réseau GRDF. Et on a besoin d'avoir une autre solution qui passe par la route. Donc justement, ce rayon-là que vous évoquez, je voulais aussi faire écho aux contraintes et aux critères. Est-ce qu'il y a impérativement des critères d'exigibilité pour votre solution ou pas du tout? Pour des sites en cogénération déjà existants, on commence à pouvoir réfléchir sur le sujet à partir d'une puissance de 250 kg. 250 kg, et si on transforme ça en gigawattheure gaz, on est sur du 7-8 gigawattheure. À partir du moment où on sait qu'on atteint ce seuil, on peut réfléchir pour des sites existants sur du gaz porté. Sur les nouveaux sites, on est à peu près du même acabit. Je repréciserai juste que sur des cogénérations, on travaille donc en contrat de droit privé sur du long terme, sur du 15 ans. Sur des nouveaux sites qui viendraient à se créer, on peut travailler en obligation d'achat. Alors parlons un peu du modèle économique. En gros, comment ça se passe quand vous contractualisez avec une agricultrice ou un agriculteur? Quel est le modèle derrière tout ça? Comment est-ce que vous travaillez main dans la main avec celles et ceux qui vous sollicitent? On est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on gère la molécule puisqu'on était titulaire du contrat de valorisation auprès du client final. Donc ce qui se passe généralement sur une cogé qui est existante, s'il y a validation de la relation, nous on achète le biogaz non épuré au producteur, on installe un système d'apuration et de compression qui nous appartient et on gère la logistique et on gère la valorisation derrière. Donc on achète le biogaz auprès de ce producteur qui réunit les conditions à ce qu'il ait le même chiffre d'affaires qu'il avait avec sa cogénération. Sauf qu'il n'a pas, il a quand même 2-3 avantages, même si on est sur un chiffre d'affaires plus ou moins ISO. C'est-à-dire d'une part, on lui donne une perspective sur 15 ans. D'autre part, il n'a plus besoin d'entretenir la cogénération parce que cette cogénération ne tourne plus. Donc toutes les charges opérationnelles liées à l'entretien de la cogénération et au renouvellement de la cogénération ne sont plus un sujet pour lui. Donc, à chiffre d'affaires ISO, une cogé de 250 kg va faire un gain de 30 à 50 000 euros, par exemple. Le système de compression que vous branchez, que vous pluguez, c'est ça. C'est gros, c'est grand, ça se met dans n'importe quelle unité, c'est adaptable à tous, c'est universel. L'épuration et la compression, en fait, ça tient d'un container. Okay. Donc, généralement, sur un site de 250 kg qui a une implantation sur 1 hectare 2, on a zéro difficulté pour pouvoir implanter ce container-là. Et vous avez quelques cas d'usage à nous présenter. Je sais que vous avez un hub qui va ouvrir du côté d'Ardois, si je ne me trompe pas, sur le site d'Agritexia. C'est ça. Le premier site, en fait, va être opérationnel dans 3 semaines. Donc, il y a 3 ans de boulot, donc on est tous très contents d'enfin être opérationnel. Et donc, Metagora, ça fait 3 ans qu'on y travaille. On a bossé pendant 2 ans sur la solution. Et en fin d'année 2024, quand on a validé en fait la solution, parce qu'on avait fait une expérimentation sur du court terme au préalable, on a réuni les conditions pour pouvoir assurer le développement. Donc aujourd'hui, on a toute une équipe qui est dédiée à ça, une équipe de 10 personnes, dont Florent Tomino, le DG, Pierre Carrette, le directeur administratif et financier, et Violaine Magdelaine, la directrice juridique, et qui depuis 6 mois en fait œuvrent sur le déploiement de Metagora. On a une vision nationale pour la partie Metagora. Et aujourd'hui, on a une 50aine de lettres d'intention qui sont signées, ce qui représente plus ou moins, pour donner des ordres d'importance en termes de quantité d'énergie, on est à peu près à 400 gigawattheures qui sont signés. Et les perspectives avec justement cette filière de la COGé et ce possible, entre guillemets, basculement pour certains et certains, quelles sont les perspectives a priori belles au vu de ce que vous venez de vous dire? C'est bien éprouvé, c'est sérieux, c'est de la technologie, c'est de l'innovation, c'est des chercheurs j'imagine, c'est des ingénieurs, c'est des agriculteurs, c'est toute une équipe, c'est ça de 50 personnes. C'est encore une fois du très sérieux pour ceux qui peuvent avoir des doutes sur la méthanisation, sur les sujets de filière. À chaque fois on précise, tous ces sujets-là sont soumis à des recherches. J'imagine que c'est le cas pour vous aussi. C'est ça. En fait, innovation, là on parle d'une innovation organisationnelle. L'épuration et la compression du gaz sont pas une innovation. Ça fait très longtemps que ça existe. Le transport de gaz aussi, c'est pas une innovation. L'innovation de Metagora réside dans la combinaison de toutes ces briques-là. Que ce soit des briques techniques, le camion, l'épuration, la compression, ou une brique juridique, ou une brique contractuelle. C'est-à-dire qu'une filière d'ENR commence avec la puissance publique. La puissance publique
est là pour initier les nouveaux projets, que ce soit par de l'aide à l'investissement ou par du soutien sur le tarif de vente. Tôt ou tard, il est bon pour tout le monde, que ce soit la puissance publique ou les acteurs de la filière, d'avoir un modèle économique qui n'a pas besoin de la puissance publique. Là, Metagora, on n'a pas besoin d'aide à l'investissement pour être opérationnel et on n'a pas besoin de soutien sur le prix de vente du gaz pour être rentable. C'est éprouvé, on l'a compris. On va se tourner vers le public, on va se tourner vers celles et ceux qui ont peut-être des questions à nous poser avant de naturellement basculer et donner le relais à notre prochaine conférence. Avez-vous, cher public, des questions à poser à Nicolas? Pas de questions, visiblement. On va surtout vous remercier. Peut-être un dernier message avant de se quitter, avant de conclure, Nicolas? Un dernier message, Mais comme ça. C'était pas prévu, ça. Hormis dire le bonjour à toute l'équipe qui nous suit. Non, je reviendrai sur la finalité ou la raison d'être de notre structure, qui est le développement du biogaz agricole. Aujourd'hui, il y a des problèmes agricoles qui sont énormes. On parle d'une population quand même qui diminue de 30% tous les 10 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est un problème économique? Est-ce que c'est un problème politique? Est-ce que c'est un problème environnemental? Peu importe le débat. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que quand on greffe une méta en injection à une exploitation agricole, cette exploitation agricole sera là dans 15 ans. Parce qu'on a de multiples interactions qui permettent la pérennité des deux systèmes. Et on œuvre tous en fait pour le développement de ce système couplé à de l'agriculture. Voilà. Donc dernier mot, je ne sais pas si ça correspond à un Merci dernier pour mot, ce dernier mot, merci infiniment. En tout cas, je rappelle que vous êtes président du groupe CIA, vous êtes Nicolas Ribes. Merci infiniment pour cet échange. Et on va basculer avec la prochaine conférence pour le prochain relais. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.
c'est ça. Bonjour Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Marty, donc responsable marketing et communication chez Girasol Énergie, et je suis accompagnée d'Eric. Eric, bonjour à tous. Moi, je suis donc Eric Veuillet. Je conseille les agriculteurs et les porteurs de projets sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Aujourd'hui, donc, on va discuter avec vous d'une solution et un modèle pas forcément simple à maîtriser, mais efficace pour moderniser votre exploitation agricole, le hangar photovoltaïque. Donc, c'est un modèle que vous connaissez sans doute déjà et que Girasol Énergie propose en tant que tiers investisseur, ce qui veut dire que nous portons le projet de A à Z, donc de la conception à la construction du bâtiment, en portant le financement. Donc il n'y a pas d'investissement initial de la part de l'exploitant agricole. Donc dans cette présentation, on va vous présenter les différents avantages de construction d'un hangar à toiture photovoltaïque, les étapes clés pour réussir son projet, les pièges à éviter en faisant du tiers investissement et en faisant construire du coup son hangar avec un tiers investisseur, et 2-3 conseils pratiques pour maximiser les chances de réussite du projet. Donc, en passant par les avantages, en premier, le plus évident, vous avez une infrastructure neuve à moindre coût, donc un nouveau bâtiment à toiture pour votre exploitation. Girasol Énergie donc, prend en charge le financement et prend en charge le maximum d'équipements possible. La seule chose qui reste à charge pour l'exploitant agricole, c'est le terrassement et éventuellement, en fonction de l'équilibre du projet, le bardage. Nous avons la contribution à la transition énergétique. Donc, avec un bâtiment avec une toiture solaire, vous contribuez directement à la production d'une énergie verte et décarbonée. Donc c'est une action qui est positive pour l'environnement et vous aider à avoir une image responsable de votre exploitation. Vous n'avez aucune gestion de projet, donc c'est le tiers investisseur chez nous, Girasol Énergie, qui s'occupe de toute la gestion de projet, donc des études de faisabilité, de conception, en passant par les démarches administratives. C'est bien ça? C'est bien ça. On va commencer par écouter le porteur de projet, définir bien son besoin. En fonction, on va imaginer un bâtiment, l'aménagement avec l'agriculteur, et puis on va passer aux étapes d'urbanisme, etc. Mais on en parlera un petit peu plus tard. D'accord. La seule chose qui reste en quelque sorte en gestion pour l'exploitant agricole, il me semble que c'est l'aménagement intérieur du hangar. Voilà, c'est à lui d'aménager, soit de se faire conseiller par des chambres d'agriculture par exemple, soit avec des collègues agriculteurs, imaginer son hangar et nous on adapte un bâtiment en fonction. D'accord, merci Eric. Et il nous reste du coup votre patrimoine, donc la construction d'un hangar agricole sur votre propriété en augmente considérablement la valeur. Donc que vous souhaitiez par la suite faire passer votre exploitation aux prochaines générations ou diversifier vos activités, c'est un atout non négligeable. En termes d'étapes clés pour réussir son projet, on a la première, une des plus importantes, l'étude de faisabilité sur l'exploitation. Donc ça passe par l'analyse de la topographie du terrain en 3 étapes, donc l'analyse des masques potentiels, notamment l'ombrage causé par la végétalisation ou les bâtiments voisins, qui peut du coup jouer sur la production de la centrale, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. La pente du terrain, donc cela joue sur le terrassement qui touche directement l'exploitant, puisque le terrassement est à la charge de l'exploitant agricole. Voilà, il faut faire attention à faire un devis pour le terrassement. On peut avoir des coûts cachés. Des fois, on dit c'est pratiquement plat, mais plat sur 30 mètres de largeur, c'est pas si plat. Il y a des mètres cubes à enlever, donc des coûts cachés peuvent être là. Et analyse du coup du réseau Enedis. Donc il faut vous assurer d'avoir une ligne moyenne tension de 20 000 volts à proximité du lieu où on souhaite construire le hangar, donc que ce soit aérien, souterrain ou bien un transformateur. Tout à fait. Il peut y avoir des postes de transformation qui sont déjà en place à 100, 200, 300 mètres. En fonction des projets, on peut s'adapter, on peut aller chercher un petit peu plus loin les postes de raccordement. Il faut étudier les projets, mais bon, il ne faut quand même pas que ça soit trop éloigné sur un petit projet. L'équilibre économique risque d'être compromis. Voilà.
On a par la suite donc l'accessibilité du bâtiment qui est un point très souvent sous-estimé et pourtant important. Il faut s'assurer que le bâtiment soit accessible pour les équipes et le matériel. Si ce n'est pas vérifié en amont, ça peut causer des frais supplémentaires ou du délai de la construction du bâtiment. Il faut par exemple au moins avoir l'accessibilité pour un semi-remorque pour l'acheminement de la charpente. Oui, c'est ça, exactement. Il y a deux gros engins en fait qui vont arriver sur le chantier. Il y a les toupies pour faire les fondations, donc il faut qu'elles puissent rentrer sur le terrain sans souci, donc il ne faut pas qu'il y ait une pente trop pentue. Et même chose pour le semi-remorque qui livre la structure, donc il faut qu'il puisse manœuvrer assez facilement. Ouais. D'accord. Et on a ensuite donc, les démarches administratives et autorisations. Donc, le permis de construire, qui est un processus très long et complexe, qui change évidemment selon chaque département où on fait le permis de construire, et qui se divise en 3 étapes primordiales. Donc, un triptyque qui commence par la notice agricole. Voilà. La notice agricole, voilà, c'est tout simplement le besoin du bâtiment. Pourquoi faut pas oublier qu'une zone agricole, c'est une zone qui est inconstructible. Vous, agriculteurs, vous avez une dérogation de pouvoir construire un bâtiment sur une zone agricole, mais c'est en fonction du besoin de l'exploitation. Donc il va falloir qu'on justifie les mètres carrés du bâtiment. Si on veut faire 2000 mètres carrés de bâtiment, il faut qu'on dise que c'est pour X vaches, X matériel, et détailler un maximum la lettre. On peut rajouter une lettre de motivation pour vraiment bétonner le besoin de ce bâtiment. Et il me semble donc que dans la notice, on fait une liste vraiment exhaustive du coup de tout ce qui est lié au hangar. Tout à fait, du Voilà. nombre de bottes de foin qu'on va mettre à l'intérieur, du nombre de matériel, quel type de matériel, les vaches, comment elles sont, est-ce que ça sera sur-air-paillé, etc. Et la lettre de motivation, c'est un peu redondant avec la notice, c'est la notice en version textuelle. On appuie encore plus, on explique le développement de l'exploitation, qu'est-ce qu'on veut faire à X années. Il y a mon fils qui va reprendre l'exploitation, il a besoin d'un peu plus de surface pour développer, pour pérenniser, etc. On explique un maximum. D'accord. Et la dernière étape de ce triptyque, donc le schéma d'aménagement intérieur, donc qui détaille chaque superficie liée à chaque activité. Donc c'est que ce soit le fourrage, l'élevage, on doit déterminer tant de mètres carrés pour chaque type de stockage. Exactement. On fait un visuel de ce qu'on a écrit dans la lettre de motivation et dans la fiche de renseignement agricole. D'accord. Et là-dessus, pour chaque étape, évidemment, c'est le développeur qui accompagne l'exploitant agricole. Voilà, on pose les questions qui fâchent des fois, mais on avance et on fait le projet pour maximiser les chances et pas avoir de refus au niveau de l'urbanisme. D'accord. On passe ensuite sur certains pièges à éviter. Donc, ça peut sembler un peu redondant, mais on a des démarches administratives. Donc, pour ce qui est fourrage et élevage, on a certains seuils à ne pas dépasser. Donc, si on dépasse ces seuils, il faut faire une déclaration ICPE au sein de l'ADREAL. Donc, là-dessus, pareil, vous êtes accompagné. On a le permis de construire. Donc, les exigences du permis diffèrent selon les départements. Donc, certains sont plus exigeants pour éviter une trop grande artificialisation des sols. Donc, il faut être certain de s'accompagner avec un développeur qui est bien au courant des démarches locales. Donc, là-dessus, chez Girasol Énergie, on a de la chance d'être dans toute la France et d'être ancré vraiment territorialement. Voilà, ne serait-ce que les commerciaux sont déjà formés au niveau de l'urbanisme, donc on sait ce que c'est un PLU, on sait ce que c'est un RNU, on sait ce qui est possible de faire, on va chercher un éloignement par rapport aux voies, tout est écrit dans les plans locaux de l'urbanisme, donc on sait aller chercher l'information qu'il faut pour maximiser la réussite du projet. Voilà, et on accompagne également donc pour chaque service instructeur, donc pour les déclarations, pour la direction des territoires, pour accompagner pour la CDPNAF. Donc CDPNAF qui est un comité d'agriculteurs du secteur avec des élus locaux et ils attestent de la véracité du besoin agricole, donc d'où l'importance de bien remplir la notice et la lettre de motivation.
Ensuite, on passe par le service départemental avec les pompiers. Oui, c'est aujourd'hui, en fin de compte, un permis de construire, il ne reste pas en mairie, ils partent aux communautés de communes ou au DDT Mhm. et ils sont dispatchés, chaque dossier est dispatché dans les différents services. Donc, qu'est-ce qu'on fait des eaux pluviales, qu'est-ce qu'on fait au niveau des citernes d'incendie, les points d'eau en cas d'incendie, la CDPNAF pour le besoin agricole, etc. C'est tout dispatché, donc il faut être informé et avoir connaissance de tous ces éléments pour toujours maximiser la réussite des permis de construire. D'accord. On a le respect des normes. Donc ça, c'est certes le respect des normes au moment des études de sol et de béton. Là-dessus, le développeur doit passer par des prestataires vraiment de confiance en termes de charpente et de maçonnerie pour qu'il soit sûr de respecter ces normes-là et pas avoir souci lors de la construction. D'accord. Tout à fait. Voilà. Et on a du coup les fameux coûts cachés qui peuvent apparaître. Donc tu parlais des coûts cachés donc pour la gestion des eaux pluviales ou des risques incendies. Tout à fait, oui. C'est des choses qui sont déterminées au niveau de l'architecte pour les PC. Mais bon, notre rôle, c'est d'informer en amont, de dire, bon, bah voilà, il y a certains départements, dans celui-ci par exemple, où il faut prévoir une citerne incendie. Donc pareil sur les PLU. Bon, bah, si on fait un bâtiment de 2300 mètres carrés, par exemple, bon, bah, il faut qu'on ait une citerne incendie de 181 mètres cubes. Voilà, on le sait. Bon, est-ce qu'il y a un étang, un lac qui peut servir pour deux points d'eau, ou alors est-ce qu'on met une citerne? Voilà, c'est des éléments qu'on connaît quand on connaît son territoire. Excusez-moi. Ok. Et on finit du coup par deux conseils très simples. Donc en premier, de bons interlocuteurs. Ça peut sembler basique, mais il faut vraiment passer par des interlocuteurs de confiance, puisque vous passez par les interlocuteurs donc, en termes de gestion de projet, donc avec un chef de projet, on a des chargés d'urbanisme, on a un conseiller commercial, on a le chargé de travaux, donc on a de nombreuses personnes, services juridiques, on a de nombreuses personnes qui travaillent sur le sujet. Il faut être sûr d'avoir un interlocuteur de confiance qui sera disponible à l'écoute. Le facteur humain est vraiment clé dans la réussite du projet. Donc vous devez être sûr, si jamais vous avez une question, de pouvoir l'appeler, qui sera disponible, qui vous répondra et que vous serez tenu au courant du projet à chaque étape. Voilà. Et enfin, un tiers investisseur fiable. Ce que j'entends par fiable, c'est transparent, fiable, qui est honnête avec vous, qui ne cache rien en termes de coûts cachés, qui ne vous fait pas de mauvaises surprises à la fin lors de la construction et que vous ayez des coûts supplémentaires à la fin. Donc un tiers investisseur qui est de l'expérience et surtout qui soit ancré localement à côté de vous pour vous rencontrer sur place régulièrement, pour vous tenir au courant, vous appeler et qui vous accompagne de A à Z. Donc comme je disais, à partir du moment de l'étude de votre projet, mais également une fois que le bâtiment est construit. Nous, par exemple, on reste encore en contact à la suite avec nos bailleurs. S'ils ont un souci, s'ils ont une quelconque question, on leur répond immédiatement. Ouais, c'est un projet qu'une fois qu'on accepte de faire le projet, après c'est un projet qu'on fait en commun avec l'agriculteur. Donc on va tout faire ensemble et on va être transparent pour mener à bien ce projet. Voilà. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Merci à toi de tes explications. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Je vous écouter. J'en ai vu certains prendre des notes. Donc si vous avez des questions, ça peut être maintenant ou ça peut être à la suite, du coup à la fin de la conférence. On reste disponible et à l'écoute. Voilà. Alors, je me permets, je réponds, j'ai entendu la question. Est-ce qu'il y a une rémunération pour l'agriculteur? Non, la rémunération de l'agriculteur, c'est le droit d'usage du bâtiment sur toute la durée. Il y a une rémunération lors de la location de toiture, c'est ça? Alors là, après, on fait des autres projets qui sont de la location de toiture, effectivement. Donc, si vous avez des bâtiments existants, on peut louer vos toits et effectivement vous donner un loyer annuel sur toute la durée du contrat de X milliers d'euros en fonction du projet, quoi.
Oui, donc la question c'est est-ce qu'on fait des parkings couverts? Oui, on peut faire des parkings couverts sur soit un vrai parking, on fait des ombrières de parking, mais on peut faire aussi des bâtiments pour couvrir du matériel agricole. Ouais. Alors nous, chez Girasol Énergie, on fait essentiellement du tiers investissement. Donc c'est nous qui allons financer le projet. Voilà. Merci, monsieur. Voilà, merci à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à venir vers nous. Merci.